Dans un premier temps, je vous souhaite la bienvenue, chers membres de la QDR section de Saint-Félicien et amis des aînés qui aimeraient devenir membres. L'année 2017 tire à sa fin et elle fut l'occasion d'événements mouvementés et, à d'autres moments, d'événements agréables remplis de bonnes nouvelles. Entre autres, le gouvernement adoptait le 30 mai dernier la loi 115 pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées et toutes les personnes de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité. Un plan d'action pour les années 2017-2022 accompagnait cette loi, dont l'obligation de signaler toute situation de maltraitance et même de les dénoncer aux instances concernées. La QDR nationale, le 3 octobre dernier, présentait au sous-ministre son cahier de revendications à tous les intervenants gouvernementaux et sociaux, aux groupes de personnes aînées et à ses collaborateurs. On retrouve dans le numéro de la force de l'âge les 4 enjeux et les 10 droits qui orienteraient les démarches de toutes les sections de la QDR pour les prochaines années. Dès janvier, nous aurons à relever de beaux défis. Je fais un appel à tous les bénévoles de se faire connaître afin d'avoir des membres impliqués dans la défense des droits des personnes aînées. J'annonce des ateliers de formation dans les résidences pour personnes aînées, dans les résidences pour les personnes autonomes, dans les résidences pour celles qui sont de soins intermédiaires et aussi pour ceux qui accueillent des personnes âgées, aînées en semi-autonomie. Ensuite, comment identifier les 7 sortes de maltraitance et la façon de les signaler. De plus, si nous obtenons notre projet dans le cadre de programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous informerons les résidents sur le bail de location en résidence. Je nous souhaite également un accueil chaleureux dans nos démarches avec les résidences intermédiaires et les résidences pour personnes semi-autonomes. Nous inviterons les tuteurs, tutrices ou leurs amis à participer à nos ateliers. Soyez sans crainte, nous ne voulons pas prendre la place des propriétaires de ces résidences. Nous ne sommes pas des gestionnaires, mais des animateurs, animatrices pour améliorer la qualité de vie, un climat plus familial pour nos personnes aînées. Ce matin, il me fait plaisir d'accueillir un organisme qui couvre tout le territoire domaine du roi. Donc, j'inviterai d'abord Mme Louise Simard du Centre d'action bénévole, qui est responsable de la promotion de l'action bénévole et du recrutement. Une autre personne qui recrute des bénévoles. Et en deuxième lieu, on aura Mme Linda Lalancette, qui est conseillère budgétaire. Ces personnes se dévouent beaucoup auprès des aînés, entre autres, et je souligne que je dirais les locaux, parce qu'ils n'ont pas juste un, les chanceuses, ils sont au 4e étage de l'hôtel de ville. Donc, j'inviterai Mme Simard au départ pour nous faire sa présentation. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir été invitée par votre association, la QDR, pour parler de notre organisation qui est le Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. Je vous dirais que c'est une présentation que je fais habituellement devant des petits groupes de 12 à 15 personnes. Et je pose toujours la question,
d'entrée de jeu, je leur demande la définition du mot bénévolat. Et j'ai rarement des personnes qui se prononcent, qui lèvent la main, qui me donnent la définition. Mais aujourd'hui, devant cette belle et nombreuse participation, je ne prendrai pas de chance. Je suis sûre que je vais avoir des mains levées. Je ne pose pas la question. Comme ça, je vais avoir l'air d'être la seule à connaître la réponse. Donc, le bénévolat d'entrée de jeu, ça veut dire, ça tient ses origines du mot latin « benevolus », qui veut dire tout simplement « bonne volonté ». Et pour enchaîner avec notre présentation, je remercie M. Claveau. D'entrée de jeu, il a parlé du bénévolat, de recrutement de bénévoles, donc ça introduit bien là, ce dont je vais vous parler dès maintenant. Donc, le Centre d'action bénévole, c'est un organisme sans but lucratif dont la vision, la mission est de promouvoir et de soutenir l'action bénévole dans le secteur des activités humaines. Nos activités couvrent tout le secteur de la MRC du domaine du roi pour ce qui est du recrutement, parce que nous apportons un support aux organismes pour le recrutement de leurs bénévoles. Mais on a des services, entre autres, de soutien à domicile et de sécurité alimentaire qui couvrent les 3 municipalités qui sont à proximité, Saint-Félicien, Ladoré, incluant ses méthodes, et Saint-Prime. Donc, qu'est-ce que le bénévolat? C'est du temps, c'est des services et c'est des énergies qui sont offertes par des personnes. C'est un engagement, c'est une action ou un travail que les gens font volontairement et sans rémunération. C'est une action aussi qui entraîne des services. On peut faire du bénévolat de différentes façons aujourd'hui. Moi, je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, j'ai commencé à faire du bénévolat. C'était bon, tu t'engages à une réunion à tous les mois, puis tu t'engages pour 1 an ou 2. Mais aujourd'hui, il y a différentes formes de bénévolat là, on s'adapte de plus en plus aux besoins et aux disponibilités des gens. C'est ce qui veut dire que le bénévolat peut être ponctuel, occasionnel, à court terme ou événementiel. On retrouve différentes catégories de bénévolat. Lorsqu'on parle d'un bénévolat informel, ça se fait en dehors d'une organisation. Ça veut dire que ça peut être de l'entraide que vous faites auprès de vos proches, de vos familles ou encore dans votre voisinage. Et lorsqu'on parle d'un bénévolat formel, c'est plus un bénévolat structuré qui passe par une organisation, entre autres comme celle du Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. Donc, nos services, les services qui sont offerts, on couvre 3 volets, comme je l'ai mentionné. Il y a la promotion de l'action bénévole et le recrutement, qui fait partie de ma tâche. Le service de maintien à domicile, c'est un service qui s'adresse particulièrement aux personnes aînées. Et le service en sécurité alimentaire, qui vise une clientèle un petit peu plus, c'est plus large, mais c'est une clientèle en difficulté ou vulnérable. Donc, la promotion de l'action bénévole. Dans mon travail, je fais l'accueil et l'orientation et le recrutement de bénévoles. Donc, je rencontre les gens et on discute, on regarde le bénévolat et les implications. Ça se fait toujours en lien des intérêts et des disponibilités des gens. Donc, on fait une petite rencontre, puis on regarde là, les intérêts, comment on peut répondre aux besoins du bénévole et aux besoins des services que nous desservons. C'est aussi de soutenir les bénévoles dans leur implication, dans leur travail. On leur fournit des outils, ça peut être des rencontres, on fait des suivis aussi dans leur implication. Et c'est le soutien aux organismes de la MRC. Le soutien aux organismes sur la MRC, c'est principalement à les aider avec une banque de bénévoles dans leur recrutement pour trouver des personnes pour leur organisation. Et on offre de la formation, des ateliers, des activités de reconnaissance pour nos bénévoles pour souligner l'importance de leur implication. Et pour rassurer tous les gens, nous effectuons un processus de filtrage. Le processus de filtrage de nos bénévoles, c'est pour sécuriser les gens qui s'impliquent et les bénéficiaires qui utilisent nos services. C'est en même temps là, une sécurité, puis ça rassure beaucoup les gens. Donc, notre processus de filtrage, en réalité, c'est une vérification des antécédents judiciaires et ça peut être aussi une vérification du dossier de conduite selon l'implication de la personne. Je vais maintenant vous parler du service, le maintien à domicile. Donc, dans les services, le volet maintien à domicile, on a quand même différentes actions. On a l'accompagnement de transport en santé.
C'est les personnes qui sont à domicile, on parle toujours des aînés pour le maintien à domicile, les personnes qui sont à la maison ou en résidence et qui n'ont pas de moyens de se déplacer pour des rendez-vous médicaux. Quand on parle de rendez-vous médicaux, ça peut être à l'hôpital, voir le médecin ou un spécialiste. Ensuite, ils nous appellent, puis nous, on fait des arrimages avec les bénévoles qui se sont impliqués pour ce genre de service. Ce qu'on demande aux gens, habituellement, c'est de prévenir un petit peu d'avance pour qu'on puisse assurer le service avec des bénévoles disponibles. Le bonjour quotidien, c'est l'accompagnement de transport. Il y a un léger coût pour payer l'essence strictement. C'est beaucoup moins cher que d'autres transports qu'on pourrait connaître sur le territoire. Ensuite, le bonjour quotidien, c'est un service gratuit. C'est pour assurer une sécurité et un soutien aux personnes à domicile également. C'est à tous les matins, le bénéficiaire qui s'est inscrit reçoit un téléphone. On jase un petit peu, le bénévole jase un petit peu avec lui pour vérifier si tout va bien. Après 3 appels, si on n'a pas de réponse de notre personne usagée, on prend une action pour s'assurer, s'assurer que tout va bien, que la personne n'est pas tombée, qu'elle n'est pas malade. Donc, il y a un engagement là, qui se fait comme ça pour assurer la sécurité des gens. Pour ce qui est des visites d'amitié, toujours dans le maintien à domicile, on va un petit peu plus loin. C'est des bénévoles qui se rendent chez des personnes aînées. L'objectif, c'est de les sortir, d'assurer une visite, de les sortir de l'isolement. Donc, on garantit, nous, avec les bénévoles, au moins 1 heure par semaine, qui vont visiter les personnes qui se sont inscrites. Et selon la capacité et la mobilité des gens, ils peuvent faire des petites sorties ou jaser, jouer aux cartes. Et c'est pour les personnes en résidence et dans leur maison privée. Le groupe internaute aîné, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà inscrits, c'est de la formation de base sur les rudiments de l'informatique, les courriels et Facebook. C'est un suivi des formations personnalisées au rythme des gens qui se sont inscrits. Et c'est des cours à peu près qu'on donne 2 fois par année. Les activités intergénérationnelles, c'est des bénévoles. C'est un programme qui est partout au Québec. On fait des ententes avec les commissions scolaires. Et on a des bénévoles, c'est un programme qui vise les 55 ans et plus. Et les bénévoles vont dans les milieux scolaires auprès des primaires, maternelles, première et deuxième année. Ils font avec des petits groupes de jeunes. Ils font des lectures. C'est pour les motiver et leur faire découvrir le plaisir de la lecture. Donc, c'est peut-être une implication d'1 ou 2 fois par mois. Et c'est une entente qu'on va avec les commissions scolaires et c'est un service aussi qui est très, très apprécié. La trousse de sécurité pour aînés, je pense que vous avez déjà été sensibilisés à ce projet. C'est une trousse de sécurité d'information. C'est une visite qui se fait à domicile pour assurer les lieux et la sécurité des gens, des aînés qui sont chez eux. Et c'est un programme qui termine bientôt, qui va terminer au printemps. Donc, les personnes qui sont à domicile, en réalité, c'est une travailleuse sociale, un pompier et un policier qui vont rendre visite, puis ils vous donnent des informations et s'assurent que tout est sécurité. Ça peut être les serrures ou les fenêtres. Ils vous font quelques recommandations sans obligation. Et ils vous laissent une trousse là, avec une multitude d'informations là, pour répondre à vos besoins. Donc, vous avez encore jusqu'au printemps pour vous inscrire si c'est un projet qui vous intéresse. Le programme va se terminer au printemps prochain. L'autre volet, la sécurité alimentaire. C'est pour une clientèle particulièrement vulnérable. Ça peut être des aînés comme des jeunes, des petites familles. C'est plus à la grande population, mais des clientèles qui sont dans le besoin. Donc, c'est le dépannage alimentaire. S'il y a des gens qui arrivent en situation de crise, donc on est capable, suite à une évaluation, de leur fournir des bons pour faire des achats d'épicerie ou même des denrées. Donc, c'est un service de proximité, plus en situation de crise. On a la soupe populaire, qui est un service qui est donné 3 jours, une base régulière, 3 jours par semaine, 3 dîners, auprès des personnes, justement. L'objectif, c'est d'assurer que ces personnes-là aient au moins un bon repas là, chaud, avec tout ce que ça implique quand on parle d'un bon repas, au moins 3 fois par semaine, et c'est à un coût très, très minime. L'atelier de cuisine sur demande, c'est des ateliers qu'on peut faire des groupes, et l'objectif, c'est de viser l'autonomie alimentaire pour que les gens soient en mesure ensuite de se faire au moins des menus de base là, et qu'ils puissent avoir une saine alimentation. Et le groupe d'achat, ça vise
Je vous dirais la population en général. L'objectif, c'est de faire des achats en groupe, en commun. Et l'objectif, c'est de diminuer les factures d'épicerie. Donc, pour donner tous ces services-là, qui sont nos bénévoles? Les bénévoles, c'est des personnes qui ont en commun d'apporter un soutien, une contribution positive dans leur milieu de vie, dans leur environnement, dans leur communauté. C'est des gens qui ont le souci du prochain. Souvent, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre et on les appelle beaucoup les gens de cœur. Et les bénévoles sont présents dans presque tous les secteurs d'activité dans notre société. Juste pour vous donner une petite idée où est-ce qu'on peut en retrouver, je vous ai sorti quelques chiffres sur le portrait du bénévolat au Québec. Les derniers chiffres qu'on a actuellement, c'est 2013. Alors actuellement, il y a plus de 2,2 millions de Québécois, incluant les jeunes de 15 ans jusqu'à 55 ans et plus, qui font du bénévolat. Ça représente 268 millions d'heures auprès des organismes québécois. La valeur en heures de bénévolat réalisé, ça représente 7 millions de dollars en salaire moyen. On parle d'organismes communautaires. Et au Québec, 1 dollar injecté par le gouvernement, ça représente une moyenne de 4 dollars de prestations en salaire. Donc, c'est des chiffres là, qui parlent beaucoup et qui vous démontrent l'importance de l'implication. Qu'est-ce qui motive les gens à faire du bénévolat? On a sorti des chiffres également. 92 des gens s'impliquent pour contribuer à leur communauté. 72 c'est pour mettre à profit des compétences, de leur expérience dans un objectif de partage. Et 64 c'est parce qu'ils sont personnellement touchés par une cause. Ça peut être une fondation. Ici, on voit beaucoup la Guignolée, la Soupe populaire ou autre. Ensuite, je vous ai sorti les 3 secteurs dans lesquels les bénévoles québécois s'impliquent le plus. Au premier rang, c'est dans le secteur culturel et loisirs. Ensuite, les services sociaux et l'éducation et la recherche. Vient ensuite l'environnement, services de la santé. Alors, les avantages de faire du bénévolat, c'est un objectif pour plusieurs. Qu'est-ce que ça rapporte aux bénévoles? C'est la socialisation. Ça lui permet de développer un réseau de contacts, d'être en relation avec les autres, d'échanger et de connaître des gens. Ensuite, il y a l'exploration. Ça permet d'ouvrir des portes, d'aller vers de nouveaux horizons. Pour certaines personnes, faire du bénévolat, comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, que j'en ai fait, moi, j'ai commencé à 15 ans à en faire, et ça m'a ouvert les portes côté professionnel, ça m'a donné de l'expérience au travail. Et pour d'autres, ça donne une expérimentation pour découvrir des loisirs, des activités culturelles et autres. C'est très instructif. Ça élargit les horizons, les connaissances et même les compétences. C'est valorisant. C'est une contribution qui est très gratifiante, qui mène aussi à l'épanouissement et à l'estime de soi. Et ceux qui font du bénévolat aussi, ils font beaucoup profiter leur expérience et leurs compétences à d'autres organismes. Donc, j'enchaîne avec les impacts sur une communauté. Les impacts, ça facilite la qualité de vie et ça nous permet d'avoir des services qu'autrement, dans notre milieu, notre société, on ne pourrait pas se payer. Donc, avec les contributions de bénévoles, on réussit à avoir des services qu'autrement, on n'aurait pas ou il faudrait aller vraiment loin ou à l'extérieur pour se les procurer. Ça améliore le sentiment d'appartenance, la responsabilité sociale également. L'engagement envers sa communauté, ça aide au développement et ça nous aide à faire face aux enjeux et aux défis qu'une communauté peut faire, là, les enjeux sociaux. Et sans oublier, le dernier, c'est une contribution au développement du capital humain. L'intégration dans un milieu, je vous dirais que je vois de plus en plus, on parle d'immigration, d'immigrants qui viennent nous voir pour faire du bénévolat, pour connaître notre culture, s'imprégner et socialiser pour connaître des gens. Un petit portrait de tout ce beau monde-là, l'importance des bénévoles qu'on retrouve dans notre organisation. Je vous ai sorti quelques chiffres de réalisation faits par nos services pour le bénévolat. En lien avec le maintien à domicile, avec les services que je vous ai mentionnés plus tôt, ça représente 2071 accompagnements en transport au cours d'une année. Ça veut dire 172 visites d'amitié, des gens qui ont eu la visite pour les désennuyer, les sortir de l'isolement. Ça représente 820 appels de bonjour quotidiens, 46 activités intergénérationnelles, lire et faire lire auprès des jeunes, 90 heures de formation auprès des aînés,
641 heures de carrefour d'information aînée. Ça, c'est un projet que nous avions l'an passé qui est terminé. C'était il y avait une ressource qui s'occupait strictement de donner des informations aux gens. Mais le programme est terminé, mais au sein de l'équipe, au Centre d'action bénévole, on assure la continuité du service. Et c'est 56 visites et distribution de la trousse auprès des aînés. Ça, c'est un chiffre qui devrait augmenter, étant donné que le projet là, se termine là, au printemps. Donc, n'hésitez pas d'en profiter. Donc, pour un total de 5 467 heures de bénévoles seulement pour le service de maintien à domicile. Alors, pour le service en sécurité alimentaire, j'ai sorti quelques chiffres aussi pour vous vraiment représenter l'implication et l'importance de tout ça. C'est 192 dîners qui sont servis à la soupe populaire pendant une année. C'est 96 personnes qui ont utilisé nos services. Ce sont 96 personnes qui vraiment étaient en difficulté où on leur a assuré qu'il y avait au moins un repas ou même 3 bons repas chauds là, par semaine. 72 dépannages alimentaires auprès de personnes qui étaient en situation de crise. C'est 95 cuisines collectives, 20 bénévoles impliqués seulement pour ce service, pour un total de 1680 heures de bénévolat en sécurité alimentaire. Juste pour les 2 services maintien à domicile et sécurité alimentaire, ça représente 7147 heures de bénévolat. C'est un travail colossal qui est fait là, de façon, je vous dirais, périodique, occasionnelle par des gens, mais on n'aurait pas les moyens de se payer une personne qui pourrait d'ailleurs fournir une multitude de services diversifiés. Et pour tout ça, moi, j'aimerais vous dire qu'il y a une multitude de façons de s'impliquer. Nous, oui, on offre différents services, mais étant donné qu'on dessert toute la population aussi pour différents organismes, dont le vôtre, il y a différents moyens de nous rejoindre. On a la page Facebook sur laquelle vous pouvez être à l'affût, être au courant des services que nous offrons, des formations ou lorsqu'il y a des organismes qui nous demandent des bénévoles. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site Internet. On a une connexion bénévole et une connexion organisme. Les bénévoles peuvent aller magasiner, voir les organismes qui ont présenté leur offre sur notre site. Ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est un service qui existe seulement depuis 1 an. Il est encore un petit peu... Il faut travailler pour le faire connaître. Mais les organismes qui ont besoin de bénévoles peuvent, par l'entremise de notre site Internet, afficher leurs besoins et à ce moment-là, les bénévoles peuvent appliquer directement. Et c'est sûr que ce qui est très plaisant aussi, c'est que vous veniez prendre un rendez-vous directement. Comme ça a été mentionné, nous sommes au 4e étage de l'Hôtel de Ville. Et prendre un rendez-vous pour, si vous avez un intérêt pour être impliqué ou pour, si vous êtes un organisme qui cherche des gens. Donc, c'est venir nous rencontrer au 4e étage de l'Hôtel de Ville. On fait une petite entrevue et on regarde ensemble qu'est-ce qui répond à vos besoins et qu'est-ce qui répond aussi à celui de l'organisme. Et pour terminer, je vous dirais que oui, le bénévolat, on parle beaucoup de bonne volonté, de générosité, c'est beaucoup d'altruisme envers les autres, mais faire du bénévolat pour quelqu'un, c'est pas à sens unique, c'est aussi se faire un cadeau à soi. Merci. Madame Lalancette va venir nous parler des services budgétaires. Elle a une expérience assez diversifiée, donc elle pourrait peut-être nous en parler également. Mais dans le cadre du bénévolat, j'aurais une pensée pour vous autres. Donner et continuer à donner de l'amour, de l'aide, de la compétence et de la sympathie. Bonjour. Alors, je vais vous parler des services budgétaires de Saint-Félicien. Alors, moi, je suis consultante budgétaire, mais de formation, je suis technicienne en travail social. Ce qui fait que je travaille dans le milieu communautaire depuis 9 ans à peu près. J'ai commencé auprès des femmes en hébergement de dernier recours. Fait que c'est des femmes, des fois, à Chicoutimi, qui se ramassaient dans la rue. Fait qu'on avait une maison d'hébergement pour ces femmes-là. Après ça, j'ai travaillé auprès des adolescents dans les parcs sac à dos, du travail de milieu avec les jeunes. On s'intégrait dans leur gang, on faisait beaucoup de prévention, principalement en toxicomanie. Après, bien, je me suis envenue au lac Saint-Jean parce que je venais du lac, je m'ennuyais du lac. Fait que j'ai continué le travail de proximité, mais dans le service d'intervention de proximité à Roberval. Puis j'ai développé le travail de proximité, mais auprès des aînés, 55 ans et plus.
Après ça, j'ai travaillé au Centre d'action bénévole. J'ai fait la trousse aux aînés et l'animation des cuisines collectives. Et maintenant, depuis 6 mois, je suis consultante budgétaire, conseillère budgétaire. Donc, on va commencer avec la mission. Elle est un petit peu très longue, là. On va la décortiquer. Le service budgétaire de Saint-Félicien est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les saines habitudes de consommation en vue de prévenir l'endettement. Aussi, par le biais de son volet d'éducation populaire et de défense des droits, il sensibilise, outille et mobilise les consommateurs, consommatrices de tout âge de Saint-Félicien, Saint-Prime et la Dorée, afin qu'ils adoptent un comportement responsable face à leur propre situation financière, devenant ainsi des citoyens avertis et engagés. Pour résumer un peu, c'est pour les gens de Saint-Félicien, de Saint-Prime, de la Dorée. C'est pour toute personne qui a des revenus, peu importe l'âge, et aussi pour les gens qui sont endettés, parce qu'à travers, tant que les personnes viennent me voir à mon bureau en intervention individuelle, on apprend à faire des budgets, à se budgéter, à tenir un budget, mais on peut aussi travailler à assainir l'endettement. Parce que des fois, les gens pensent que, avec un certain niveau d'endettement, il faut absolument aller voir un syndic, faire faillite, mais des fois, on peut agir encore. On a encore la possibilité d'agir et assainir les finances. Alors, c'est un travail là, que je peux supporter les gens pour faire ce travail-là. Et ça concerne aussi, bien sûr, les droits des consommateurs. Donc, nous sommes tous des consommateurs, même les enfants, par l'entremise du portefeuille de leurs parents, sont des consommateurs aussi. Fait que ça concerne vraiment tout le monde là, de façon très générale. Alors, deux volets, comme la mission elle le décrivait. Alors, il y a l'éducation populaire et la défense des droits des consommateurs. Fait qu'on va commencer avec l'éducation populaire. L'éducation populaire, ça se passe en consultation budgétaire. Ça, c'est les gens qui viennent me voir à mon bureau, un à un. Fait que c'est apprendre à faire un budget, c'est de l'éducation populaire, c'est redonner du pouvoir aux gens de mieux gérer leurs finances et de regagner leur pouvoir aussi, leur pouvoir d'achat, leur pouvoir de consommateur et d'être alerte aussi à leurs finances et à leur choix en tant que consommateur. J'offre aussi des ateliers à la population, que ce soit des regroupements, peu importe le regroupement, des écoles. On peut m'appeler là, pour avoir des ateliers, là, soit sur le budget, ça peut être sur les droits des consommateurs. Ça peut aussi, par exemple, avec les jeunes, on décortique le budget. Fait qu'on fait, par exemple, dans un budget, il y a un poste budgétaire pour l'alimentation, mais on peut faire un atelier juste sur l'alimentation. Comment se planifier, parce que c'est un poste budgétaire qui varie souvent. Fait comment planifier nos achats à l'épicerie, les pièges du marketing aussi, parce que tout est calculé dans les magasins pour nous faire acheter. Fait qu'il y a une grande offre d'ateliers qui est reliée à la consommation. Et depuis quelques mois, je suis accréditée aussi pour donner la formation Mes finances, mes choix, qui s'adresse principalement là, aux jeunes de 16 à 25 ans. Beaucoup dans le milieu scolaire. C'est une offre d'atelier. Il y a 16 modules possibles à aller chercher là, pour ces jeunes-là, que ce soit le crédit, l'endettement, tout ce qui touche l'argent, là, on en discute avec les jeunes, puis on les informe, puis on leur donne du pouvoir en les informant, bien évidemment. Alors, grosso modo, quand quelqu'un vient me voir à mon bureau, la première rencontre, c'est de dresser un portrait financier avec la personne. Des finances personnelles, puis tout faire la cueillette de données et de monter ensemble là, le budget au niveau des revenus, au niveau des dépenses. Et par la suite, là, on commence à faire les diagnostics. C'est les petites zones en rouge que je mets dans le budget pour voir, parce qu'on fait un budget, on veut savoir où est-ce que ça va notre argent. Puis des fois, moi, j'appelle ça des fuites. Des fois, on dirait qu'on a des trous dans nos poches, là, puis l'argent coule. Fait que c'est ça qu'on veut, qu'on veut trouver à travers un budget, là, où est-ce que l'argent s'en va, puis qu'on s'en rend pas vraiment compte, pour pouvoir intervenir après ça sur cet aspect-là. Moi, j'agis toujours comme un guide. Et je donne pas de compte. Je montre les choses aux gens, mais c'est pas moi qui va prendre des décisions. C'est toujours la personne, selon ses valeurs à elle, ses choix de consommation, qui prend la décision de où elle va intervenir dans son budget pour arriver à des budgets non déficitaires. Il faut arriver avec des surplus ou au minimum
à 0. Mais on ne veut pas arriver dans les moins, fait que c'est toujours la personne qui prend ses décisions. En plus de ça, ben, j'offre du support pendant toute la période d'apprentissage. Les personnes ils peuvent venir me voir à tous les mois pour faire regarder, là, faire les budgets mois par mois. Si des fois la personne a vit un dur coup, elle peut toujours me téléphoner et je peux écouter la personne aussi là, à travers des fois peut-être des moments plus difficiles. Fait que ça peut, vous pouvez venir pleurer aussi dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Si des fois, ça arrive. Là. Des fois, l'endettement, c'est un stress immense pour certaines, bien, pour la majorité des personnes, mais quand l'endettement est quand même est rendu haut puis que les revenus sont bas, c'est quelque chose qui peut, à long terme, venir quand même à s'attaquer à la santé physique et même mentale là, d'une personne. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment alerte pour écouter les personnes, parce que c'est pas rare. Bien, pas rare, mais ça peut arriver des fois que dans des situations de très grand endettement, de détresse, que je pourrais dire financière, que les gens viennent comme emmener à peut-être penser au suicide. Je l'ai déjà vécu. Fait que c'est là qu'on a toute l'importance de ne pas banaliser l'endettement. Souvent, on dirait que c'est comme rendu quelque chose de normal. Souvent, les Québécois sont endettés à 170 %. Ce qui veut dire que pour chaque dollar gagné, il en doit 1,70 $. Fait que c'est une réalité frappante qui peut avoir des grosses conséquences là, sur la vie d'une personne. Fait que c'est pas banal. Là. Fait qu'il faut agir. Pour reprendre ses finances en main, là, il faut agir. Et, je suis là aussi pour faire connaître les droits à la personne tant qu'ils vivent d'autres situations, d'autres pépins. Moi, je suis très alerte là, au niveau des politiques puis au niveau des droits de la personne. Quitte à les supporter, porter plainte, mais ça, on va voir ça dans l'autre volet de défense de droit. Mon but, bien évidemment, c'est que pour avoir les personnes pendant 10 ans dans mon bureau, c'est que je vise aussi la prise en charge personnelle et l'autonomie de la personne. Fait que c'est d'où l'éducation populaire, c'est de montrer les outils, les donner, les adapter aussi selon les personnes. Moi, j'ai une panoplie d'outils que la personne elle peut utiliser selon ses besoins, selon sa capacité. Puis mon but, bien, c'est qu'au bout du temps qu'elle a besoin, mais qu'elle devienne parfaitement autonome. À la limite, même après ça, elle peut le montrer à ses enfants, ses petits-enfants, tout le nouveau savoir qu'elle a acquis. Et finalement, bien, j'en ai parlé, écouter les besoins de la personne, respecter leur choix. Ça, c'est vraiment, c'est respecter l'autonomie et la personne en soi, fait que c'est vraiment très important. Au niveau de la défense de droit, on peut, supposons que quelqu'un a une dette à quelque part dans un fournisseur de services. Moi, je peux les aider à prendre entente de paiement. Tant qu'il y a des dettes, aider les personnes à prendre une entente de paiement qui soit réaliste et qui correspond à leur budget. Je vais toujours favoriser que ce soit la personne elle-même qui appelle le service en question, mais je suis à côté d'elle, puis on se prépare avant pour négocier ces ententes-là. Une personne qui aurait plus de difficultés, bien, on a toujours moyen qu'elle peut me déléguer aussi le rôle pour négocier à sa place. Fait qu'on peut prendre des ententes, comme par exemple avec à Hydro-Québec. C'est important de savoir que quand une personne est à faible revenu, ils n'ont pas les mêmes types d'ententes qu'avec les personnes qui ont des revenus plus élevés. Fait que ça, les gens ne savent pas. Fait que quand ils viennent me voir, bien, on va faire les ententes dans l'institution là, à la bonne place pour s'assurer que ça soit réaliste pour la personne. Après ça, on fait présentement, bien, nous, on est membre de la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Et présentement, chaque année, on a des campagnes de sensibilisation. Et là, cette année, on est sur le crédit et l'endettement. Et sur la participation à la coalition. Moi, il faut s'impliquer vraiment activement. C'est vrai, j'ai marqué actif parce que moi, je fais partie du comité législatif. Fait qu'on a travaillé ensemble avec toutes les associations de consommateurs au Québec au projet de loi 134 qui vient de passer, qui vient bonifier la loi de la protection du consommateur. Puis là, on a plein d'autres projets de loi qui s'en viennent en lien avec sur les institutions financières. Fait que une coalition comme ça, bien, ça nous donne une force aussi pour pouvoir présenter des mémoires à la commission parlementaire et faire valoir les droits des gens et non pas les droits des lobbies ou des banquiers. Fait qu'on est un peu contre-pouvoir aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Autre service, assistance et accompagnement.
Assistance, c'est quand les formulaires qu'on remplit souvent par rapport à aller chercher des crédits, des programmes au gouvernement, on a toujours des formulaires à remplir et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Fait que quelqu'un qui comprend pas son formulaire, qui est en train de s'arracher les cheveux, ben il peut venir me voir avant de s'arracher les cheveux pour que je puisse l'assister pour le formulaire. Ça peut être, j'ai beaucoup de personnes aînées là, qui viennent là, pour, par exemple, les formulaires de pension de vieillesse, le supplément de revenu garanti. Fait que ça, c'est de l'aide là, qui c'est gratuit aussi. Pour l'accompagnement, c'est supposons que quelqu'un défendrait ses droits, mais au niveau, par exemple, de la CNE-SST, normes du travail ou les accidents de travail. Moi, je ne fais pas la défense de droit dans ce cadre-là, mais quelqu'un qui défend son dossier, je vais la supporter quand même. Là. Elle peut m'appeler, puis je vais lui fournir au moins l'accès au fax, photocopie, support moral aussi, parce que passer devant des tribunaux administratifs, des fois, ça peut être quand même, c'est très stressant, c'est des démarches qui sont longues aussi, fait qu'avoir quelqu'un qui nous supporte là-dedans puis qui nous écoute, ça permet à la personne peut-être de pouvoir terminer le processus de défense de ses droits, favoriser et faire en sorte qu'il n'abandonne pas en cours de route. J'ai aussi un programme de prêts populaires. Les prêts populaires, c'est principalement pour les personnes qui ne peuvent pas aller emprunter, soit dans une caisse ou dans une banque, pour différentes raisons. Alors, s'ils ont besoin d'avoir un prêt pour des biens essentiels ou des fois certaines consolidations de dettes, bien, ils peuvent faire appel au prêt populaire. Le prêt populaire, il est sans frais, puis il est sans intérêt. Fait qu'on redonne ce qu'on a emprunté. Pas de profit là, qui se fait dans ce sens-là. Fait que c'est vraiment pour aider les gens. Des fois, la laveuse à l'âge, on n'a pas les moyens, c'est quand même un bon montant. Fait qu'on peut passer par un prêt populaire là, pour aider à acheter des biens essentiels. Des fois, ça peut être pour certaines réparations de voitures, si la voiture est essentielle. Ça dépend aussi, là, toujours. Consolidation de dette, par exemple, on ne touchera pas aux cartes de crédit. Ça, c'est parce qu'une fois que la personne peut se réendetter, fait cette consolidation de dette, c'est ça, c'est conditionnel, c'est pas sur toutes les dettes. On a un comité. À chaque fois qu'une personne fait une demande, il y a un comité avec moi là, qui analyse le dossier pour voir, on s'assure bien évidemment, on fait un budget avant, on s'assure bien évidemment que la personne elle a les moyens de rembourser son prêt, parce qu'il ne faut pas faire un prêt non plus puis coincer la personne avec... parce que ça reste quand même un paiement qu'il faut faire à chaque mois. Fait qu'il faut qu'on s'assure que la personne soit capable de le faire, mais qu'elle soit capable de remplir toutes ses autres obligations en même temps. Fait qu'il y a une bonne analyse qui est faite là, pour s'assurer qu'on va vraiment aider une personne avec un prêt populaire. De plus, à la rentrée scolaire, on offre une aide aussi pour les familles qui ont plus de faibles revenus. Là, c'est sûr que cette année, le gouvernement a décidé d'aider les familles par rapport à la rentrée scolaire. Fait que je ne sais pas, le programme, on va sûrement le réorienter en conséquence, mais c'est quand même... on a fait beaucoup, là. C'est une bonne aide quand même là, aux familles parce que les rentrées scolaires, ça va vite, là, quand même. Là, ça peut faire des... une famille qui est très serrée à chaque mois, qui n'est pas capable d'avoir de l'épargne, bien, c'est un dur coup en septembre, là, surtout quand les enfants sont rendus au secondaire, ça commence à paraître. Là, tout l'achat des livres, le linge, ça coûte cher. Et finalement, on a la clinique d'impôt, ça s'en vient. C'est mars-avril. La clinique d'impôt, ça coûte 10 $ pour venir faire un bon groupe de bénévoles. C'est d'où l'importance des bénévoles. Nous aussi, on a des bénévoles qui font les rapports d'impôt. Ça peut être pour les aînés, les familles. Ça coûte 10 $, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment. Il y a des barèmes par rapport aux revenus. Aussi, il y a certaines situations qu'on ne prend pas comme quelqu'un qui a fait faillite. Les bénévoles ne peuvent pas faire un rapport d'impôt. Il faut absolument que la personne elle passe par un bureau de comptable. Mais il suffit d'appeler. Si vous êtes intéressé de faire vos impôts à moindre coût, appelez, puis on va vous informer si vous êtes admissible ou pas. Puis pourquoi passer par un service budgétaire plutôt qu'une institution financière? Bien, premièrement, c'est l'écoute. C'est l'accueil. Quand j'accueille la personne, c'est l'écoute aussi de la personne, de ses besoins à elle.
moi, je fais pas de promotion de produits, de services. C'est pas ça mon but. Fait que j'ai une neutralité qui est là. Fait que c'est quand même important là, dans ce sens-là. C'est aussi que j'oriente la personne vers des situations qui sont adaptées pour elle aussi. Ça coûte rien. C'est gratuit. Je suis une personne aussi, comme je l'ai dit, neutre, sans produit. J'ai pas de rendement à avoir. Et c'est que mon intérêt, moi, ben, c'est la personne comme telle. Fait que c'est sa dignité, c'est son autonomie et sa liberté aussi. Fait que c'est mes arguments pour pourquoi utiliser un service budgétaire. De plus, ben ça, là, les organismes communautaires, comme le service budgétaire, on fait partie des groupes de défense collective des droits, un peu comme la QDR. Et par les années, pour pouvoir survivre, ben, on a plusieurs services budgétaires qu'on a pris le tour de se développer des entreprises d'économie sociale. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'économie sociale, c'est que c'est des entreprises. Nous, on a fait une gare du meuble, fait que les gens amènent font des dons. Tant qu'ils ont des meubles qu'ils n'utilisent plus, bien, ils viennent les porter à la gare du meuble. Puis nous, on les revend à faible coût. Fait que ça fait que les personnes qui ont des valeurs environnementales, qui sont dans l'optique de développement durable, bien, ils viennent chercher des meubles qui vont rallonger leur durée de vie. Puis les personnes qui ont moins de sous, bien, ils peuvent aller chercher ça meublé à moindre coût. Et l'avantage de tout ça, c'est que les ventes qu'on fait, bien, ça nous permet de payer des employés qui travaillent là, avec une création d'emplois. Et le reste, il retourne en service. Fait qu'il n'y a pas personne qui se met des profits dans les poches, ça retourne en service. Fait que c'est une forme d'autofinancement qu'on a développé à travers les années. Fait que on a aussi des accessoires usagés là, pour la maison. Fait qu'on peut trouver des vélos, comme là, de ce temps-ci, on peut trouver des sapins de Noël vraiment pas chers, des sortes d'articles de cuisine de seconde main qu'on peut trouver. Et pour les personnes avec des revenus plus bas, on offre une carte de 15 % sur certains articles. Fait qu'encore là, dans l'optique de favoriser justement que c'est l'accès à ces meubles-là et à ce matériel-là là, à faible coût pour tout le monde. C'est ouvert. Il y a juste le lundi que c'est pas ouvert parce que c'est le lundi on va chercher les choses qui nous sont données. Fait que c'est la collecte. Mais sinon, on est ouvert le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Fait que c'est situé sur la rue Vaudreuil, à Saint-Félicien, proche là, de la salle des Chevaliers de Colomb. Fait que des fois, il y en a qui veulent venir faire un petit tour. Fait que ça termine ma présentation. Fait que je vais inviter ma collègue Louise, je l'appelle collègue parce qu'on partage nos bureaux, mais de me rejoindre sur scène pour répondre à vos questions. Au sujet des biens personnels, l'argent, comment vous savez pas vient de quel endroit? C'est un partenariat avec les Caisses des Jardins. Pour faire un petit historique avec les Caisses des Jardins, comme vous savez, M. Alphonse Desjardins, il y a très, 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 très longtemps, avait parti le mouvement des jardins justement pour favoriser l'épargne, permettre de l'épargne aux petits épargnants. Parce que dans le temps, les banques, les personnes avec peu de sous n'avaient pas accès pantoute. Fait que Desjardins a parti le mouvement pour ça. Puis, dans le cadre de sa mission, il y avait aussi une mission d'éducation populaire à la finance. Fait que c'est de là que les prêts populaires y partent. C'est Desjardins qui nous fournit les fonds pour faire les prêts. Puis Desjardins, ils font pas d'argent avec ça. Eux autres non plus, là. Puis j'allais vous parler tantôt aussi les ateliers Mes finances, mes choix. Ça part aussi là, du mouvement Desjardins qui ont payé financièrement à monter le programme, qui a payé à nous former. Puis on pris comme formateurs des gens, des associations de consommateurs, services budgétaires ou même des Carrefour Jeunesse Emploi, des personnes neutres, justement provenant du communautaire pour donner les formations, pour pas teinter les formations, justement. Fait que c'est comme un bailleur de fonds qui nous permet de faire ces deux choses-là. Étant donné que vous avez une certaine mission qui se rapproche de la QDR, êtes-vous bonne pour nous fournir des bénévoles? Je vous dirais qu'on est toujours en recrutement de bénévoles. Ça dépend toujours des services. C'est comme on regarde, comme tantôt je vous disais, venez, il n'y a rien de mieux que faire une rencontre au bureau pour discuter, justement, établir les besoins. On a une banque de bénévoles qui peut répondre à vos besoins.
si on n'a personne dans notre banque, là, on fait de la recherche, M. Claveau. On essaie de répondre aux besoins.